se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le jeudi 14 octobre 2010, c'est la fête de la Saint-Just, et s'ouvre le procès de la sénatrice Halima Boumedienne Thierry, du parti politique des Verts, au tribunal de Pontoise. Elle est accusée par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le BNVCA, d'incitation à la haine raciale pour avoir participé avec un groupe de militants pacifistes et des droits de l'homme, ainsi que le dirigeant politique du NPA, Omar Slaouti, à une action BDS. Qui c'est qui est accusé? C'est pour lutter contre cette injustice. Parce qu'il y en a qui va passer au tribunal. Qui c'est qui va passer au tribunal? Vous savez qui c'est qui passe au tribunal? C'est la petite madame qui est... le petit monsieur qui est... même qu'elle a crié Israël, injustice. Nous nous rendons devant la justice du peuple pour que cette justice puisse dire oui, en effet, le combat que nous menons est un combat juste. C'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour la justice des peuples. Est-ce que vous avez confiance dans les juges? Est-ce que vous avez confiance dans le ministère de Justice? Ah, c'est pas la même chose. Nous n'avons pas confiance, bien entendu, dans les politiques. Et le ministère et le ministre de la Justice a envoyé une circulaire pour demander notre sanction. La ministre de la Justice a oublié que la justice était indépendante en France, que la parole était libre. Et nous avons confiance dans la justice de ce pays. Le droit, aujourd'hui tout simplement, sera rendu dans ce tribunal. Et j'ai confiance parce que je suis encore quelqu'un qui a confiance dans l'indépendance de la justice et dans les valeurs que nous portons en tant que... nous sommes quelque part des combattants pour la liberté. Nous sommes quelque part des combattants pour cette justice. Cette circulaire envoyée par le ministre, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que vous pensez de sa motivation? Vous savez, cette circulaire est la preuve que d'une part nous avons en face à nous un lobby sioniste qui pense que la justice est au service de la politique. Pas du tout. La justice est là pour rendre justice. Elle n'est pas au service de la politique. Cette circulaire est la preuve qu'aujourd'hui nos politiques n'ont pas le courage de dire non à la violence de l'État d'Israël, non à l'impunité. Que cette circulaire est la preuve qu'ils ont choisi le camp de la colonisation, et que nous avons choisi notre camp, le camp de la liberté. Aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que les Palestiniens vivent, mais aussi ce que le peuple aujourd'hui d'Europe exige, la fin de l'impunité. Nous voulons qu'Israël soit traité comme les autres. Israël n'a pas à être privilégié, n'a pas à bénéficier de certains privilèges. Aujourd'hui, le lobby sioniste est en train de faire pression sur le pouvoir politique. Le pouvoir de la justice va tout à l'heure dire non à ce lobby sioniste. BDS, c'est quoi? Alors, à l'instar du boycott de l'apartheid en Afrique du Sud, pour le motif d'instaurer l'égalité des droits et la justice, BDS est une campagne internationale qui appelle au boycott des produits provenant du seul pays au monde aux frontières non identifiées et en expansion illimitée qu'est Israël, ainsi que des produits provenant des territoires occupés. Or, pour ces derniers, leur commerce est illégal et contrevient à la 4e Convention de Genève, à l'accord d'association entre l'Europe et Israël. Et l'Europe a toujours été soucieuse d'empêcher l'entrée frauduleuse de ces produits dans son territoire depuis 1967. La Cour européenne de justice l'a rappelé dernièrement avec l'arrêt Brita en février 2010. Voilà, l'étiquetage Made in Israel est un mensonge, est une fraude quand ces produits proviennent des territoires occupés. Par boycott, on comprend également le boycott culturel, des échanges culturels, universitaires, sportifs et militaires. Le D de BDS signifie désinvestissement et le S, sanction. Qui a porté plainte? C'est monsieur Samy Gozlan, alors il est président du BNVCA et chevalier de la Légion d'honneur. Elle a été remise en juillet 2010 par monsieur Brice Hortefeux. Alors monsieur Samy Gozlan se vante d'avoir déposé autour d'une centaine de plaintes. Il s'agit d'une stratégie internationale d'intimidation car des plaintes de même nature sont également posées en Angleterre, en Belgique, en Espagne, ailleurs et qui ciblent des militants pacifistes. Alors, il faut savoir que pour les stratèges israéliens,
ces militants pacifistes, ils les nomment réseaux de délégitimisation. Ils sont considérés comme des menaces pour l'existence de l'État, au même titre que les réseaux de résistance. D'ailleurs, ils envisagent le même traitement et recommandent au gouvernement israélien une contre-offensive agressive et éventuellement criminelle, à savoir saboter les catalyseurs du réseau. Alors, il faut savoir que cela s'est traduit à Paris en l'espace de 36 heures, dimanche 19 et lundi 20 septembre 2010, par 3 cambriolages dans les bureaux d'associations de solidarité avec le peuple palestinien, ainsi qu'au domicile de militants. Qui sont les accusés? On trouve dans la liste des accusés des personnalités telles que la sénatrice Halima Boumedienne Thierry, la militante de la Ligue des droits de l'homme Sakina Arnaud, la présidente de Cap Jippo Euro-Palestine Olivia Zemmour, et même le résistant rescapé des camps, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Stéphane Hessel lui-même. Mesdames et messieurs, le tribunal Russell sur la Palestine vise à réaffirmer la primauté du droit international comme base du règlement du conflit israélo-palestinien qui dure maintenant depuis de nombreuses années. L'occupation est le principal obstacle à la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien et conséquemment à une paix juste et durable au Proche-Orient. Nous luttons contre cette impunité et un tribunal populaire soutenu par des grandes personnalités qui ont voix au chapitre en matière de droits de l'homme, ça peut exercer une influence sur les Nations Unies, sur la communauté internationale, sur l'Europe, sur les États-Unis avec leur nouveau gouvernement Obama. Nous ne sommes donc pas complètement incapables d'exercer cette influence du peuple sur les gouvernements. C'est ce qu'un tribunal comme celui-là, comme l'a été le tribunal Russell sur le Vietnam, peut essayer d'obtenir. Le moment est peut-être bien choisi. Après ce qui s'est passé à Gaza, c'est le moment de faire réveiller les consciences. Et si un tribunal comme celui-là peut réveiller les consciences, alors il aura joué tout son rôle. Je suis totalement solidaire des personnalités, et moi aussi je boycotte. Refuser de consommer des produits israéliens et provenant des territoires occupés, le faire savoir, reviendrait à inciter à la haine raciale. Haine raciale et plus précisément antisémitisme. I'm here to break the siege of Gaza. It's very hopeful to see so many people from all around the world with the same heart and to see the determination of the French delegates who will not go away and who continue to be a voice for breaking the siege. Seeing their activism and unity is very inspiring for all the other delegates. Israël, assassin, ambassade, complice. Gaza, 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 free, free Gaza. Free, free Gaza! Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. I'm coming from the United States to be with you here in solidarity. You are a fantastic, remarkable group. What you have done is just, it's known all over the world. And I wish you all bonne année. L'accusation est très lourde. Bah oui, l'accusation est très lourde. L'antisémitisme est une chose très grave. Il est fait de haine, de persécution populaire ou idéologique. Y a-t-il plusieurs formes d'antisémitisme? À l'encontre des Juifs, il s'est exprimé sous la forme de tags racistes, d'expulsions, de pogroms, d'autodafés de livres sacrés, d'incendies de lieux de culte, la Shoah. À l'encontre des Arabes, il s'exprime sous la forme d'inscriptions murales racistes, de massacres, de transferts forcés, d'épuration ethnique, de punitions collectives, de profanation. Quel rapport avec la sénatrice? Aucun. Il ne fait aucun doute que les personnes incriminées dans la liste n'en souffrent absolument pas. Alors pourquoi utiliser cette qualification?
Serait-ce pour les faire taire et empêcher ainsi tout dialogue critique et contradictoire, en mélangeant volontairement les registres? En Europe, on connaît bien l'antisémitisme. De quoi s'agit-il? D'une maladie que la sénatrice Halima Boumedienne-Thierry condamne fermement. La sénatrice Halima Boumedienne-Thierry ne recourt pas à l'argument du juif perfide ou déicide, n'éprouve aucune hostilité ni appel à la persécution d'un groupe distingué comme supposé race, ne considère pas les peuples sémites comme étant affectés de tares culturelles et spirituelles ou d'impureté sanguine, n'évoque jamais l'influence financière ou n'adhère à aucune théorie de complot juif, ne reprend pas les propos relatifs aux supposées caractéristiques physiques, le nez proéminent ou moral, le goût pour l'argent. Donc oui, en Europe, on connaît bien l'antisémitisme, mais la sénatrice Halima Boumedienne-Thierry n'est ni antisémite, ni anti-juif, ni judéophobe. Cela soulève de nombreuses questions. Oui, de quel droit n'aurait-on plus la liberté de critiquer l'État d'Israël? En vertu de quel principe Israël a-t-il recours aux méthodes des régimes totalitaires et dictatoriaux d'une autre époque? La critique des crimes commis par l'État d'Israël reviendrait-elle à attaquer les Juifs? Et alors, dans ce cas-là, que dire quand ces critiques proviennent elles-mêmes de Juifs comme Eddie Epstein, Norman Finkelstein, Noam Chomsky, les rabbins antisionistes ou par le juge sud-africain Richard Goldstone? Le parti de Hinkel prend le pouvoir avec une poigne de fer. Ils seraient tous antisémites? Pour M. Samy Gozlan, homme sans pudeur ni jugement, Richard Goldstone est un raciste issu de l'apartheid. L'ONU est un nid de voyous, les démocraties occidentales sont des civilisations décadentes, et il écrit sur un ton menaçant qu'Obama, qu'il compare à Hitler, est un terroriste pro-palestinien à l'origine de la troisième intifada. Par contre, il vante l'attitude si morale de Tsahal et de ses exploits en matière de mode avec ses t-shirts ou de photographie qu'on connaît. Le chantage à l'antisémitisme est allé si loin qu'aujourd'hui est considéré comme antisémite le cinéphile qui n'a pas pleuré à la projection du film La Rafle de Rose Bosch. Il voit des antisémites partout. Derrière moi, par exemple, il le considère comme un antisémite et ça serait le pire de tous. Ils vont payer leur prix et tôt ou tard, ils se retrouveront à La Haye. Donc, rendez-vous à La Haye le plus rapidement possible. Comment élever le débat? Il est très difficile d'élever le débat parce que on a du mal à le cantonner sur le terrain proprement politique ou juridique. Les traumatismes refont systématiquement surface et apparaissent des discours bibliques, messianiques, fondamentalistes ou parano, schizo, hystériques et victimaires. Nous devons tout faire pour nous assurer que les Palestiniens ne reviendront jamais. Nous devrions nous préparer à lancer l'offensive. Notre but est d'écraser le Liban, la Transjordanie et la Syrie. Le point faible, c'est le Liban, car le régime musulman y est artificiel et il nous sera facile de le miner. Nous y établirons un État chrétien, puis nous écraserons la Légion arabe, nous éliminerons la Transjordanie. La Syrie nous tombera entre nos mains. Nous bombarderons alors et avancerons pour prendre Port Saïd, Alexandrie et le Sinaï. Après la formation d'une grande armée à la suite de l'établissement de l'État, nous abolirons la partition et nous nous étendrons sur l'ensemble de la Palestine.
L'acceptation de la partition ne nous engage pas à renoncer à la Cisjordanie. On ne demande pas à quelqu'un de renoncer à sa vision. Nous accepterons un État dans les frontières fixées aujourd'hui. Mais les frontières des aspirations sionistes sont les affaires des Juifs et aucun facteur externe ne pourra les limiter. S'il était permis de déplacer un Arabe de Galilée vers la Judée, pourquoi est-il impossible de déplacer un Arabe d'Hébron vers la Transjordanie qui est bien plus proche? Il y a de vastes étendues de terre là-bas et nous sommes surpeuplés. Le transfert forcé des Arabes des vallées de l'État juif prévu. Nous devons coller à cette conclusion de la même manière que nous avons saisi la déclaration de Balfour. Encore plus que cela, de la même manière que nous avons saisi le sionisme lui-même. Si je savais qu'il était possible de sauver tous les enfants d'Allemagne en les emmenant en Angleterre et seulement la moitié en les transférant sur la terre d'Israël, je choisirais la dernière solution parce que devant nous, il n'y a pas que le nombre de ces enfants, mais le devenir historique du peuple d'Israël. Si j'étais un leader arabe, je ne signerai jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l'a promise. Mais comment cela pourrait-il les concerner? Notre Dieu n'est pas le leur. Notre Dieu n'est pas le leur. Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz. Mais était-ce leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose. Nous sommes venus et nous avons volé leur terre. Pourquoi devraient-ils accepter cela? Ne nous cachons pas la vérité. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. Ce pays est le leur parce qu'ils y habitent, alors que nous venons nous y installer. Et de leur point de vue, nous voulons les chasser de leur propre pays. Et le droit et même le devoir à la critique? L'affaire Boumedienne-Thierry soulève un problème majeur, le risque d'une remise en question totale de la liberté d'expression et de l'impossibilité de réclamer justice après avoir été violemment agressé, selon la religion de l'agresseur. Enfreindre la liberté d'expression revient à préparer l'explosion. Alors on peut se poser la question, à moins que ce soit l'explosion qui soit l'objectif, ce qui permettrait après de justifier la vision a priori. Sera-t-il possible dans l'avenir d'exprimer son point de vue sur des sujets politiques, sur des sujets religieux, sans se faire taxer de raciste? Sans la possibilité de blâmer, les défenseurs d'Israël se condamnent aux courbettes obséquieuses et aux flatteries creuses, qu'ils ne nous imposent pas la collaboration. Comment pourra-t-on dans l'avenir parler d'Israël si celui-ci se considère comme un État juif et que parallèlement, critiquer Israël revient à être qualifié d'antisémite? Certains criminels, trafiquants d'armes, trafiquants de drogue, trafiquants des escrocs à la haute finance ou des auteurs de massacres, ne se trompent pas. En se réfugiant dans ce pays, ils sont assurés de bénéficier de l'impunité quel qu'ait été leur acte répréhensible. Alors après, comment s'étonner du regain de méfiance de la part de ceux qui éprouvent les conséquences des politiques menées au nom du choc des civilisations et de l'ultralibéralisme, tandis que l'amalgame est cultivé au plus haut niveau entre l'antisémitisme nauséabond et une remise en question légitime d'un sionisme basé sur le repli communautaire, sur l'absence de discernement et sur la violence aveugle. Tu viens de Marseille, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire à Pontoise? On vient un peu soutenir la cause parce que c'est quand même incroyable que de donner son opinion nous amène dans les tribunaux quand c'est un opinion en plus qui est quand même plutôt vers la paix, la tolérance, la liberté, l'égalité, enfin liberté, égalité, fraternité, c'est écrit quelque part sur le tribunal, donc on vient juger ça et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant qu'on puisse venir juger des gens qui sont pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité entre les peuples.
Donc on vient pour soutenir aujourd'hui, c'est Omar et Halima, mais il y a quelques jours, c'était des collègues un peu partout dans le sud de la France. Il y en a qui sont aussi jugés dans l'Est. Il y en a qui sont jugés à Lyon. Donc voilà, quoi, on est là, on essaye d'être présent le plus possible parce qu'aujourd'hui c'est eux, mais demain ça sera nous parce qu'on fait aussi partie des actions. Donc on vient aussi pour se protéger. C'est pareil, c'est la même cause en fait. Les gens pensent qu'on milite pour la Palestine parce qu'on veut sauver la Palestine, mais c'est aussi pour nous qu'on milite. Dites-moi, je crois que la justice ne s'est pas encore prononcée, donc elle a le bénéfice du doute jusqu'à maintenant. La justice, elle s'est prononcée sur le cas de Sakina, qui est encore en cours. Mais justement, et c'est pour ça qu'il y a une forte mobilisation, parce qu'on ne veut pas que ça fasse cas de jurisprudence et que ça devienne une évidence pour la justice de condamner les gens qui posent des autocollants ou qui appellent... Au-delà, l'acte de poser un autocollant, on peut estimer que d'accord, mais de dire que cet autocollant appelle à la haine raciale, etc., et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, parce que la haine raciale, c'est Israël qui la démontre jusqu'à présent. Donc dénoncer des gens qui appellent à la haine raciale, je ne sais pas si c'est de la haine raciale. Moi je viens de Perpignan, je suis venue au procès parce qu'à Perpignan nous avons 3 copains, enfin 2 copines et un copain qui sont inculpés sous les mêmes chefs d'inculpation que les copains et les copines d'ici. Le procès devait se tenir le 11 octobre, il a été reporté au 24 janvier. Et donc ma présence ici, c'était un petit peu pour voir de quelle manière l'avocat de la défense plaidait, de quelle manière la partie civile attaquait. Il va falloir avoir le débat sur le fond et notamment sur la question de pouvoir exprimer une parole sur un plan militant sans être accusé par les uns ou les autres de discrimination ou de je ne sais quoi. D'incitation à la haine raciale. Il faut un débat sur le fond. Ce qui nous préoccupe aussi à nous à Perpignan, c'est qu'on mène 2 combats, et notamment le combat contre Agrexco. Oui, bien sûr. L'entreprise Agrexco qui s'implante. Une hérésie totale. Hérésie totale. Donc on mène ces 2 combats, ils sont liés. On sait que le Languedoc-Roussillon est observé à la loupe sur la question du boycott d'Israël par le biais des campagnes qu'on mène aussi contre Agrexco, puisque Agrexco, ce sera la tête de pont et l'entrée massive des produits venant des territoires occupés, des colonies. Donc, qui va ruiner la mer Morte. Qui ruine la mer Morte, qui ruine les Palestiniens et aussi l'agriculture, les agriculteurs locaux, les agriculteurs du Languedoc-Roussillon, parce qu'on a un conseil régional qui fait des pubs à la télé sur produits sud de France. Et c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas vrai. On sait qu'il va y avoir des produits qui viennent des territoires occupés, marqués Israël, en sachant très bien qu'on ne sait pas d'où ils viennent en fait. Et donc, on mène ces 2 combats. L'opération Moi aussi je boycotte, elle continue parce qu'on veut que les gens signent cette pétition. On compte monter d'autres actions BDS et on espère enfin que la partie adverse comprenne qu'il ne sert à rien de porter plainte et qu'il faut avoir un vrai débat sur le fond. À l'époque de la Révolution, c'était très clair, les Noirs ne pouvaient pas aller sur 83% du territoire sud-africain. Aujourd'hui, les Palestiniens ne peuvent pas aller, ne peuvent pas louer, acheter sur 95% du territoire israélien. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, les Israéliens juifs et les Israéliens palestiniens n'ont toujours pas les mêmes droits en Israël. C'est-à-dire qu'il y a discrimination raciale institutionnalisée. Ça s'appelle apartheid. Troisième élément, il se trouve qu'en Cisjordanie, il y a dans les territoires occupés des habitations, des colonies pour les juifs, des routes pour les juifs sur lesquelles aucun Palestinien indigène ne peut aller. Quand on a une ségrégation spatiale, quand on a une ségrégation au niveau des droits, quand on a une ségrégation au niveau des libertés, ça s'appelle apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud, on l'avait boycotté. Aujourd'hui, nous devons boycotter l'apartheid qu'il y a actuellement en Israël. Et est-ce que c'est au niveau des exports, des échanges, est-ce que c'est la même chose pour C'est évidemment du même ressort. Il y a aujourd'hui des accords économiques entre l'Union européenne et Israël qui au passage sont conditionnés par un article, l'article 2 qui dit très clairement si Israël ne respecte pas les droits de l'homme, les résolutions internationales, il doit y avoir suspension des accords. Il y a même eu un vote de la suspension de ces accords. Aucun gouvernement n'applique aujourd'hui cette suspension. Eh bien, lorsque le gouvernement est aussi inerte et complice, c'est aux citoyens, aux militants, militantes des partis politiques qui sont pleinement investis dans la solidarité avec le peuple palestinien de contraindre l'ensemble des gouvernements à couper leurs relations avec l'État d'Israël. Nous, aujourd'hui, à Lima Boumedienne, moi, pour le nouveau parti anticapitaliste, on en fait partie. Il y en a beaucoup d'autres en France qui, comme nous, qui viennent de partis, de syndicats et d'associations différentes et parfois qui n'ont aucune carte en tant que telle et qui ne lâcheront rien sur cette affaire-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'éventail de vos origines, s'il vous plaît?
L'éventail est le bon terme. L'éventail est le bon terme. Je suis née en France. Vous êtes né en France? D'un papa qui était lui-même algéro-marocain. D'accord, donc un métissage. Métissage. Voilà. Et d'une maman qui était aussi métissage, puisque elle était elle aussi issue d'un juif de l'Est qui avait fui les pogroms avec sa famille. Voilà. Donc Thierry vient des racines de mon grand-père qui s'appelait Élie Thierry et qui était donc juif de l'Est. Et puis Boumedienne vient de mon père qui est maghrébin, algéro-marocain. D'accord. Voilà. Eh ben, ça fait beaucoup de choses. Hein. Mon père était musulman, mon grand-père était juif, ma grand-mère était catholique, vous vous imaginez. J'imagine que vous sentez une porteuse citoyenne de du monde. valeurs universelles. Vous sentez une citoyenne du monde, quoi. Absolument, je veux dire, vous citoyenne du monde, mais surtout porteuse de valeurs, vraiment de valeurs universelles. Car je crois que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de combat pour nos libertés, combat contre les exploitations, contre les colonisations. C'est vraiment des combats universels. Je crois qu'il s'agit d'un combat pour la liberté même de l'oppresseur, parce que lui-même est enfermé dans une logique, hélas. Quand l'oppresseur s'enferme dans un mur pour se protéger, c'est qu'il n'est pas très confiant. Qui n'a pas très confiance ni en lui, ni dans son pouvoir, ni en son état. Quand l'oppresseur s'enferme lui-même dans une prison, parce qu'il construit un mur, il s'enferme dans une prison à ciel ouvert, bien sûr qu'il enferme le peuple palestinien, mais il s'enferme lui-même. Et ça, je crois que beaucoup d'Israéliens commencent à comprendre. Beaucoup d'Israéliens ont commencé à comprendre qu'on ne pouvait pas vivre côte à côte et construire un avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, si on continuait à s'enfermer dans des prisons de chaque côté. C'est un message d'espoir, en fait, que vous nous donnez. C'est un message d'espoir à la condition qu'il soit fondé sur le droit. La paix n'est durable que si elle est fondée sur le droit. Et ce message, c'est avant tout celui d'une justice internationale, d'une justice universelle, d'une justice qui voudrait que aujourd'hui les peuples du monde comprennent qu'on ne peut plus oppresser, que tous les peuples oppressés finissent toujours par l'emporter parce qu'ils se battent pour leur liberté, mais ils se battent aussi pour la justice de tout le monde. Bien sûr, pour des valeurs. Pour des valeurs. Pour des idées. Vous savez, le combat pour nos valeurs, le combat pour nos idées, c'est un combat qui est parfois difficile, qui est long, qui est plein d'embûches, mais qui finit toujours par l'emporter. Il n'a pas d'autre choix que de... Il n'a pas d'autre choix, non, absolument. Et puis, vous savez, je suis convaincue que tant qu'il n'y aura pas de justice en Palestine, eh bien, il n'y aura pas de justice non plus pour les Israéliens, il n'y aura pas de justice non plus pour tout le monde. Je veux dire, la justice, la paix, la liberté, elle s'adresse à tous les peuples. Quelque part, on est tous Israéliens. On n'est pas tous Israéliens, on est tous aujourd'hui porteurs de combat. Nous sommes tous aujourd'hui Palestiniens, Israéliens, Français, mais nous sommes tous en tout cas porteurs d'un combat commun, celui pour la liberté. Votre fils, qui a 12 ans, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Est-ce qu'il sent l'importance de ce qui est en train de se passer autour de lui, quoi? Vous savez, mon fils a été très jeune sensibilisé à cette question. Lorsque je pars régulièrement en Palestine occupée, et lorsque j'étais par exemple à Gaza, il y a eu un débat dans sa classe, dans son école, parce que la maîtresse a su que j'étais à Gaza. Et il lui a dit, mais vous savez, ma maman, elle est partie parce qu'il y a aujourd'hui un État qui est en train de tuer un peuple, qui est en train de tuer des enfants comme nous. Et ça, ce n'est pas normal. Ces enfants-là, ils n'ont rien demandé. Ces enfants-là, ils sont responsables de rien. Et il n'avait pas toujours compris tout, mais en tout cas, il avait bien compris une chose, c'est que tout le monde a le droit de vivre sur cette planète. C'est ce que disait Monseigneur Gaillot. En tant qu'élu, il était important que je rappelle qu'on est des militants. Et tous les militants qui aujourd'hui sont traduits dans les tribunaux sont égaux. Mais un parlementaire est là aussi pour représenter le peuple. Un parlementaire, lorsqu'il est touché, c'est plus qu'un élu, c'est un parlementaire. C'est-à-dire, c'est quelque part une voix d'une représentation démocratique qui est touchée. Et donc, c'est vraiment un recul par rapport à la démocratie et par rapport aux libertés et par rapport aux droits en général. Halima, merci. Voilà. On se donne rendez-vous pour après le procès. Après le procès. La sénatrice n'a fait que participer à une action BDS.
Alors, la sénatrice Halima Boumedienne Thierry n'est pas seulement reconnue pour avoir participé à une action BDS, plusieurs même, avoir participé à la Gaza Freedom March, être à l'origine de la suspension de l'accord d'association entre l'Europe et Israël au Parlement européen en 2002. Elle est également reconnue pour la rédaction de ses rapports sur la violation des droits de l'homme. Or, certains de ces rapports sont accessibles librement aux bibliothèques du Sénat ou du Parlement européen. D'autres sont plus confidentiels, parce qu'ils constituent des rédactions préparatoires à des rapports officiels. Par exemple, en 2006, suite au massacre de Beit Hanoun, la trame adoptée avait été reprise intégralement par Christine Schinquin. Alors, elle travaillait à l'époque avec l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, et elle a travaillé par la suite avec le juge sud-africain Richard Goldstone. En juin 2010, la sénatrice Halima Boumedienne Thierry remet ça en prenant l'initiative de la projection du film Gazastrophe en présence d'un rapporteur de la commission Goldstone. Au lieu de profiter de ses privilèges et de faire tranquillement la sieste, œuvrer pour les droits de l'homme fait de la sénatrice la femme à abattre. לך לשם, לך בצד. לך לשם. לך לשם. Oui, bien sûr. Son nom est Goldstone, Richard Goldstone. Il est juif, se considère comme sioniste. Il est de nationalité sud-africaine et c'est un juge. Ancien juge de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, premier procureur à La Haye au nom de la Cour pénale internationale de l'ancienne Yougoslavie et du Rwanda. En gros, il s'agit d'un juriste compétent. Professor Falk set out to visit Gaza and the West Bank in connection with his duties when, last December the 14th, he was arrested and detained at Ben Gurion Airport by the Israeli authorities, following which he was summarily deported. At that time, we were actively involved in the preparation of a new tribunal on Palestine. Such a proceeding, if well arranged, will also give additional support to the many initiatives now underway around the world involving boycott, divestment and the like. Le rapport qui porte son nom est-il réellement impartial ? Bien que le rapport Goldstone soit favorable à Israël dans la mesure où il suppose qu'Israël agissait en situation de légitime défense contre un adversaire terroriste, jamais il n'évoque la question de qui a provoqué l'effondrement du cessez-le-feu le 4 novembre 2008. Il s'intéresse exclusivement à la situation de Gilad Shalit, étaient les milliers de prisonniers palestiniens détenus sous des conditions sévères. Il n'aborde pas le fait que la fuite a été accordée exclusivement aux étrangers
et non à la population civile gazaouite, composée de 53% d'enfants. In the Jewish democracy, no one is ever punished for killing a Palestinian child. In the Israeli democracy, 20% of the population, of the citizens, are labeled in school books a demographic problem, a demographic threat, and a demographic nightmare. Israeli attitude towards its Palestinian non-citizens has found its most horrifying expression in the ongoing pogrom that is still being carried out by the thugs of the occupation army against the residents of the Gaza Strip. I wish this tribunal will encourage people to arise and go to Gaza, the city of slaughter, or to any other city of oppression in Palestine, to see with their own eyes the ghettos in which these people are incarcerated, get married, have families, educate their children, and lead an impossible day-to-day life. Pourquoi Israël le condamne Alors Israël, sachant ce que Goldstone et son équipe composée de Christine Schinquin allaient découvrir, refuse sa coopération dès le début, prétextant a priori que le rapport, alors inexistant donc, sera partial et non digne d'attention sérieuse. Vu le comportement inqualifiable de Tsahal, cette commission, à l'instar de n'importe quelle autre commission, est arrivée aux conclusions auxquelles elle ne pouvait qu'arriver, à savoir une utilisation de la force excessive et non discriminatoire, l'utilisation d'armes interdites telles que le phosphore blanc ou des armes à sous-munitions dans des zones de forte densité de population, faisant de la bande de Gaza un laboratoire de cobayes humains grandeur nature. Il attire l'attention sur le blocus illégal qui affame la population, la prive de combustible, de médicaments. Je suis très heureux que ce premier acte de mobilisation visiblement trouve un tel écho ici, formidablement, que je suis confiant dans l'insurrection de la conscience, notamment occidentale et plus précisément européenne, qui va permettre d'introduire les procédures nécessaires. Si la mobilisation est assez forte, notamment dans l'opinion publique occidentale, en défense des conventions de Genève, en défense des principes fondamentaux du droit pénal international, le veto devient quasiment impossible. It is very important that at the end of the tribunal we have absolutely secure evidence of the breaches of the law. But also we want to see the chain of command. Who sold the weapons? Who gave the weapons? Who provided the subsidies? Who are the traders? Who are propping up this regime? We need to know. We need to know, because in the end, they will have to pay. In the end, they will be found guilty. But we have to name the guilty men and women. We have to name the guilty countries. We have to name the guilty states, because behind the criminals stand the big criminals. I hope that at the end, the tribunal is able to take the long view, because these aberrations that we've seen over the last few years, and in particularly in Gaza, are as a result of the contradictions of the original settlement, in my view, of 48. That if you have a state based on race, this is what will happen. And I know there have been recently statements or presentation about the rise in anti-Semitism. Well, of course, we all abhor racism in whatever form, wherever it comes. But nothing has been a greater instigator of anti-Semitism than the self-proclaimed Jewish state itself. À l'instar de la sénatrice Alima Boumediene-Thierry, le juge Richard Goldstone fut sujet à des réactions hargneuses. Ah oui, il reçut des menaces même, fut interdit de voir son propre petit-fils. On lui reprocha d'avoir jugé sous l'apartheid, que sa judaïté était une caution et qu'il souffrait de la haine de soi. Dangereux, car crédible. Sa recherche de la vérité fut qualifiée de trahison même, et que son rapport et lui-même ne font rien d'autre que d'alimenter l'antisémitisme. Tant
tant que Sud-Africain, il était dans une situation d'expiation, car issu d'un pays autrefois spécialisé dans le racisme. Soit dit en passant, l'apartheid qui entretenait des liens très intimes avec le régime sioniste, et réciproquement. Pouvez-vous nous éclairer sur l'apartheid? Alors, l'apartheid était un système de discrimination raciale institutionnalisé que la minorité blanche d'Afrique du Sud utilisait pour conserver son pouvoir sur la majorité noire. Quel rapport avec Israël et la Palestine? Les territoires palestiniens, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, sont sous occupation militaire israélienne depuis 1967. Il s'agit d'une occupation d'apparence, car Israël impose son contrôle des territoires palestiniens comme une puissance colonisatrice. Il a saisi de manière permanente les régions les plus enviables des territoires et a installé ses propres colons sur l'ensemble de la terre. Cette occupation possède donc les éléments de la colonisation et les pires caractéristiques de l'apartheid. Fragmentation de la Cisjordanie qui s'assimile au Bantoustan. Il y a une restriction de la liberté de circulation par un système renforcé de 520 checkpoints, un système sécuritaire qui emprisonne plus de 10 000 prisonniers, subissant torture et traitements cruels. Quelles sont les spécificités de l'apartheid à l'israélien? Le régime israélien surpasse l'apartheid, qui n'a jamais construit de mur de séparation, n'a pas opéré à grande échelle à la destruction de maisons ou de dénivellement de terres agricoles, ni d'incursions militaires et d'assassinats ciblés à l'intérieur du pays ou à l'étranger en utilisant les passeports des pays alliés. So when I listened to Leila today saying there's been over 300 resolutions of the United Nations, it's beyond belief or beyond my imagination to imagine what the people in Gaza are feeling when they're told to respect international law and human rights. The hypocrisy is just quite unbelievable. Mind the gap. It just kept echoing in my head as I listened to these speakers today. The mind the gap. Well, we mind the gap between international law and its implementation. And if we don't, in that space, in that gap, festers impunity. And what does impunity mean? It just means that those responsible will never face the consequences of their action. In other words, what we're talking about is international state terrorism. And it shows against the importance of civil society, of ordinary citizens who are furious at these systematic abuse of human rights. Thank you very much. Alors, s'il vous plaît, maître, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé pendant l'audience? Alors, si vous voulez, on en est au début de l'audience. On n'a pas abordé le fond de l'affaire. On a simplement développé des nullités, parce que nous sommes en matière de presse. Et en matière de presse, c'est une matière extrêmement sophistiquée, compliquée, parce qu'elle est protectrice des libertés. Vous savez, la forme protège les libertés. C'est une règle fondamentale. Et donc, il y a beaucoup de questions de forme qui se posent. Il y avait une imprécision dans les poursuites. Il y avait des actes du procureur qui, de mon point de vue, n'ont pas interrompu la prescription. Donc l'action serait éteinte si elle n'est pas interrompue, cette prescription. Et donc le tribunal, s'agissant d'une question d'ordre public, on appelle ça d'ordre public, c'est-à-dire qu'une question fondamentale, constitutionnelle en quelque sorte, doit statuer sur ces questions-là avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors le tribunal s'est donc retiré pendant 1 heure, manifestement, puisqu'il a dit 35, oui. Il va revenir avec une décision qui pourra être frappée d'appel si elle convient ou ne convient pas aux uns et aux autres. Et donc on est parti pour éventuellement une audience à la cour. Inside my brain, memories of thunder. I grew up a refugee, my life not fixed or free. I know the world's not to blame, 'cause everybody carries my name. Ooh, these are my father's people.
pouvoir dans tout ça? Nos dirigeants, que certains qualifient de mafia, de tyrans stupides et incompétents, sont invités chaleureusement au prochain jugement de Nuremberg, ou le dernier, et sont sous la menace d'une condamnation. Leur parole a-t-elle encore de la valeur? L'accusation d'incitation à la haine raciale est tout simplement ridicule. Si Israël traverse une crise existentielle, il faudra chercher les coupables ailleurs. Avez-vous une piste à suggérer? On pourrait commencer à les chercher du côté d'Israël. Que pouvez-vous nous dire sur la sénatrice? Halima Boumedienne Thierry est une sénatrice qui a été démocratiquement élue et qui n'a pas truqué ses élections. La sénatrice Halima Boumedienne Thierry est criminalisée car elle est une pacifiste non violente. Elle ne s'en est pas prise à une population civile ni à des militants des droits de l'homme des armées, après avoir reçu une correction sévère face à un mouvement de résistance. La sénatrice Halima Boumedienne Thierry n'a aucun contact avec des milieux intégristes, ni avec la famille Ben Laden, ni avec l'industrie de l'armement. La sénatrice Halima Boumedienne Thierry ne commet pas, et heureusement pour elle, la confusion commise au sommet de l'État entre les produits israéliens et les produits cachers. Trouve-t-on des valeurs morales dans tout ça? La conduite de la sénatrice Halima Boumedienne Thierry est dictée par sa conscience et par des motivations nobles. En ce sens, elle est la fierté du Sénat. Vu l'état de faillite morale des dirigeants actuels en Israël et en France, il faut considérer le procès politique de la sénatrice et citoyenne du monde, Halima Boumedienne Thierry, non pas comme une punition, mais plutôt comme un honneur et une récompense. Écoutez, pour ceux qui ont suivi ça de l'intérieur, dans le tribunal, on s'excuse pour les autres. Ça a été quand même un match extraordinaire. D'un côté, sur la gauche, il y avait un mec qui s'appelait Zidane, qui a foutu des coups de boule. Nous, on n'a rien compris, c'était du 46-12, du 63-12. En face, ils n'ont rien compris, ils ont pris des notes. Ils se sont même certains excusés d'exister, parce qu'ils ont dit après tout, si on ne va pas sur le fond, et non, on ne va pas sur le fond, on est prêt à accuser le coup. Toujours est-il que c'est déjà une première marche dans la victoire des procès BDS. Il faut le dire, il faut le transmettre. Une première marche, ça veut dire qu'on les connaît en face, ça en appelle d'autres. Et nous, on ne lâchera rien, on sera toujours au rendez-vous. Et Halima et moi, on le dit très sincèrement, de là d'où nous sommes, militants et militantes d'abord du Val d'Oise, militantes de terrain, on est très touchés, chaleureusement touchés de la mobilisation. On aurait voulu dire nationale, mais on ne peut pas, on doit dire internationale. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. À mon tour, je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés, non pas seulement pour nous, mais pour la Palestine. Pour ce combat contre le colonialisme, pour ce combat contre l'exploitation, pour ce combat contre l'occupation, et puis également pour tous ceux qui, comme nous, savent que les valeurs que nous défendons aujourd'hui sont les valeurs universelles de justice. Et aujourd'hui, dans ce tribunal, justement, on a pu renvoyer, montrer déjà que l'indépendance de la justice, parfois, elle existe. La preuve en est, c'est qu'on a pu renvoyer dans leur foyer tous ceux qui, aujourd'hui, voulaient nous attaquer. Et en fait, on les a considérés comme tout à fait irrecevables. Je sais que à l'intérieur même, dans les couloirs tout à l'heure, il y a eu quelques petits problèmes et une de nos militantes s'est retrouvée menacée. Ne répondons pas à la provocation, montrons-leur que nous avons la force du droit de notre côté, que nous avons la force de nos convictions, que nous avons la force de nos valeurs, et que c'est cela le plus important, et que ce n'est pas l'utilisation de leur force qui nous fera reculer. Par ailleurs, et là je crois aussi qu'il est important de le rappeler, la mobilisation, bien sûr,
Heureusement, aujourd'hui, nous avons gagné. Mais elle ne s'arrête pas là. Il y a encore Sakina à Bordeaux. Il y a encore les copains à Perpignan. Il y a encore les copains à Mulhouse. Il y a des copains également. Voilà. Il y a également d'autres copains dans d'autres Créteil, Paris. Enfin, il y a des procès encore en cours. Et puis, il y a toutes les actions que nous devons continuer. En effet, nous avons gagné aujourd'hui parce que nous leur avons montré que vouloir nous attaquer, c'était irrecevable. Mais nous devons montrer que notre action, elle est recevable. Elle est recevable. C'est-à-dire que nous allons poursuivre nos actions de boycott. Nous allons multiplier nos actions de boycott. Nous allons montrer à ce pays que nous avons raison. Oui, nous allons récidiver. Nous allons continuer à affirmer haut et fort et à mener des actions partout pour montrer que nous continuons le boycott. Parce que le boycott, c'est ça qui fera reculer. Le boycott permettra de montrer à cet État raciste, à cet État d'Israël, qui est un État criminel, qui est un État de l'apartheid, qui est un État raciste, que c'est un État qui est aujourd'hui dans l'erreur totale. Et qu'ils ont intérêt aujourd'hui à entendre nos revendications, parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de se mettre dans, je veux dire, la propre tombe. Rapidement, dire que cette victoire, nous la dédions au peuple palestinien, nous la dédions aux humanitaires qui se sont fait assassiner. Et bien entendu, nous serons toujours très nombreux à appeler au boycott des produits de l'occupation, mais nous prendrons aussi des bateaux pour aller à Gaza rompre le blocus. C'est une excellente décision, c'est une première étape, il y en a plein d'autres. Et par conséquent, ce qu'il faut gagner, c'est le droit, dans ce pays, de s'exprimer sur les sujets politiques librement. Merci. La marche est longue. On s'était donné rendez-vous après le procès. Oui. C'est chose faite. J'ai un mot à vous dire. Félicitations. Merci, et je vous dis, aujourd'hui on a gagné sur la forme, demain on gagnera sur le fond, j'en suis sûre. C'est ça qu'on attend en fait, c'est d'aller Il sur le le faut, fond. on va y aller, ne vous inquiétez pas. À force, je vais vous le dire, à force de continuer nos actions, ils finiront bien par reporter des plaintes et on finira par l'aborder ce fond. On finira par leur faire comprendre que la justice est de notre côté, pas de la leur. Amen.